Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue sur la radio des Sans-Voix. Vous êtes à l'écoute de votre émission intitulée Valeurs humaines. C'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des Sans-Voix. Nous avons le plaisir de recevoir Maître Adnan Bouchaib, avocat connu et président de l'association Somoud. Pouvez-vous vous présenter à nos auditeurs, malgré le fait que vous soyez suffisamment connu, comme on dit, Rani an Tarif. Est-ce que vous pouvez commencer par nous résumer très succinctement votre parcours de militant dans votre association depuis le début et qu'est-ce qui a forgé votre personnalité à épouser la cause que vous défendez? Je m'appelle Adnan Bouchaib, je suis avocat depuis 1999 et j'ai rejoint l'association Somoud qui a été créée en 1996 par feu Laïrahmou Ali Mrabt et un groupe de familles de disparus kidnappés par les groupes islamistes armés. J'ai pas trop de mérite parce que j'ai rejoint cette association et le mouvement militantisme des droits de l'homme en général par la force des choses. Au fait, c'était pas un choix, j'ai quasiment été forcé et suite à la disparition de mon père qui était avocat et qui était kidnappé par un groupe islamiste, les groupes islamistes armés JIA en 95, et c'est ce qui m'a poussé à rejoindre le groupe Somoud qui était en train d'être formé. Et j'ai rejoint à ce moment-là. Donc l'association Somoud, c'est une association qui s'occupe ou qui représente les personnes ou les familles des personnes qui ont été kidnappées et enlevées par les groupes islamistes armés pendant les années 90. Et quelles sont vos actions? Il faut savoir que cette association a été créée en 96 au départ par M. Ali Mrabt Laïrahmou qui était au départ qui était membre de l'association nationale des familles des victimes de terrorisme en général. Lui, il s'est rendu compte avec le temps que cette association nationale ne s'occupait pas vraiment, ne prenait pas en compte les disparitions, enfin les gens qui étaient enlevés par les groupes islamistes armés. C'est à ce moment-là qu'il a décidé de créer notre association et j'ai rejoint à ce moment-là. Notre association a été très très active au départ, pendant la fin des années 90 et c'est grâce à notre combat, c'est grâce à notre activité pendant cette période-là que cette frange des victimes de terrorisme, donc les enlevés par les groupes islamistes armés, a été reconnue dans la loi qui indemnisait les victimes du terrorisme. Parce qu'il y avait une loi qui indemnisait les victimes du terrorisme qui ne prenait pas en considération les personnes enlevées. Cette loi ne permettait l'indemnisation qu'aux familles des personnes qui étaient tuées ou blessées par les groupes islamistes armés. Donc grâce à notre combat, notre catégorie a été rajoutée, donc les disparus, les enlevés, kidnappés par les terroristes a été rajoutée à cette loi. Et notre activité était au départ une activité de soutien. Nous soutenons les familles de victimes kidnappées par les groupes islamistes armés. Le soutien était juridique, nous leur donnons de l'assistance juridique et aussi de l'assistance sociale. Parce qu'à ce moment-là, nous étions agréés, nous avions un compte bancaire et nous avions pu recevoir des dons de quelques ONG internationales, de quelques ambassades qui se trouvaient en Algérie et nous utilisions ce don pour un petit peu aider les familles qui sont des familles très très démunies qui ont perdu en règle générale le chef de la famille. Donc en règle générale vous allez trouver la famille type, c'est la femme avec ses enfants complètement démunis, avec aucun travail, etc. Donc nous essayons de les aider pour achat du matériel scolaire, etc. etc. En plus de l'aide, du soutien juridique qui était permanent. Et quelles sont les difficultés que vous rencontrez en tant qu'association en Algérie? Les changements ont commencé, la première vague des changements a commencé en 2005, donc avec la charte pour la paix et la réconciliation nationale. Donc à ce moment-là, nous sommes devenus une association qui dérange et qui gêne plus qu'autre chose, parce que nous étions, au même titre qu'SOS Disparus, nous étions la preuve de quelque chose qui était contraire à la réconciliation nationale ou qui gênait la réconciliation nationale, les disparus. Donc on peut pas parler de réconciliation nationale. Il n'est pas possible que la société se réconcilie avec elle-même alors qu'il y a des gens, même s'ils sont 2, même s'ils sont 3, même s'ils sont 10, pas des milliers, qui ne connaissent pas le sort de leurs proches. Ça, c'est pas possible. On ne peut pas parler de réconciliation. C'est une fausse réconciliation, quelle que soit l'idéologie qu'on veut lui donner. Donc à ce moment-là, on a commencé à voir qu'il y a eu des changements. En premier lieu, au niveau de la presse, par exemple,
commençait à perdre nos relais, la presse ne voulait plus prendre en charge, communiquer, etc. Et la deuxième vague qui nous a vraiment brisé, c'est la loi sur les associations. Nous a imposé de faire une mise à jour de notre agrément. Et là, notre surprise fut énorme quand on s'est déplacé à la wilaya pour faire... Parce qu'on a fait un travail avec un huissier, etc. Et c'était un travail... ça nous a pris beaucoup de temps, beaucoup d'efforts pour appeler les gens qui étaient là en 96, etc. Ça a été très très dur, mais on l'a fait. Et on est allé à la wilaya pour demander de déposer le dossier de l'agrément, puisqu'on était agréé, de mise à jour de l'agrément. Et là, on nous a surpris en disant que notre dossier n'existe plus, qu'il n'y a plus de dossier Somoud dans la wilaya. Et malgré le fait qu'on avait un récépissé avec le numéro, etc., on nous a dit qu'il faut redéposer un nouveau dossier, il faut recréer l'association. Et c'est à ce moment-là qu'on a perdu notre compte bancaire, qu'on a perdu notre cachet et qu'on se retrouve dans l'illégalité totale. Et là, le travail devient très 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 difficile. Depuis 2012, vous avez déposé le dossier et vous n'avez pas eu l'agrément. On n'a même pas pu déposer le dossier parce qu'on nous a dit que votre agrément n'existe pas et qu'il fallait refaire le travail, qu'il fallait pas faire une mise à jour du dossier qui est existant, mais refaire une nouvelle demande de créer une nouvelle association. Et comme on était sûr que nous n'allions pas être agréés, donc on ne l'a pas fait. Et puis ça a coïncidé avec la mort de notre président Ali Maratllah Rahmou, et qui nous a donné à tous vraiment un sale coup, qui nous a mis à terre. Et là, on commence dernièrement à essayer de relancer un petit peu les choses, mais c'est très difficile, parce que vous savez, l'association, en général, l'essence de l'association, qu'on le veuille ou non, c'est la volonté des personnes qui la constituent, etc. Mais c'est aussi l'argent. L'argent est très important. Les finances est très important dans le travail d'une association. Et comme on n'est pas agréé, enfin nous n'avons pas d'agrément actuellement, nous n'avons pas de compte bancaire, donc nous ne pouvons pas recevoir les dons, les aides des ambassades ou des associations internationales dans la légalité, ce qui fait qu'on se retrouve dans une situation très, très difficile. Vous avez créé avec Jazairuna, SOS Disparu et le SOFDA en 2006 la coalition des associations des victimes des années 90 pour faire un front uni contre une charte dite pour la paix et la réconciliation nationale. C'est le terme exact que vous aviez employé à l'époque. Pouvez-vous dire quelque chose, un mot sur cette charte et pour cette charte et pourquoi ce front commun contre la charte dite pour la paix et la réconciliation nationale? La coalition, c'était une alliance des victimes en fait. Nous avons vu avec la charte, nous avons constaté que les bourreaux se sont alliés entre eux. L'État d'un côté qui a été instigateur de plusieurs cas de disparition forcée, et d'un autre côté les islamistes et les terroristes qui étaient aussi instigateurs de nos disparus, se sont alliés par le biais de la charte. Donc ils se sont donné le pardon entre eux et ils se sont mis d'accord avec de l'argent donné vers une partie, vers les terroristes. On leur a donné beaucoup d'argent. Et le deal était que c'est bon, on se pardonne, ce qu'on a fait mutuellement. L'État d'un côté et les terroristes de l'autre côté. C'est-à-dire les deux belligérants se sont mis d'accord pour se pardonner eux-mêmes. C'est-à-dire, pas de se pardonner, mais disons de ne plus parler de ce qu'ils ont fait, les deux parties. C'était ça, la charte, au fait, c'était ça. Le résultat de la charte, les articles les plus importants de la charte, c'est les articles qui donnent une extinction de poursuite. C'est une définition qui n'existe pas dans la loi, mais qui est venue par la charte. Donc il y a une extinction de poursuite contre les terroristes, on ne les poursuit plus, ce qui veut dire que tout ce que ces personnes ont fait, ils ne sont plus responsables de ce qu'ils ont fait. Il y a eu certaines 2 ou 3 exceptions. La disparition n'est pas dans ces exceptions. Donc un terroriste qui a été responsable de disparition de plusieurs dizaines ou centaines de personnes, ou même une seule personne, il n'y a pas de différence au fait, l'action publique est éteinte. Donc il bénéficie d'une amnistie totale. D'un autre côté, les agents de l'État aussi bénéficient de la même amnistie, dans le sens où on ne peut pas les poursuivre pour les crimes qu'ils ont commis, qu'ils auraient commis. Et pire que ça, si on parle de ce qui s'est passé pendant la période des années 90, d'un côté ou de l'autre, si on parle de ce qu'ont fait les agents d'État ou des terroristes, on risque d'être poursuivi par l'article 45 de la Charte, qui est un article qui n'a pas été appliqué jusqu'à maintenant, mais qui est là, qui existe.
45. C'est un article qui existe et qui est venu en des termes très vagrants, ce qui le rend qui peut être appliqué sur n'importe qui. Donc nous, quand on a vu ça, quand on a vu cette alliance entre les bourreaux, on s'est dit il est temps qu'on s'allie, il est temps qu'on travaille ensemble. C'est vrai que notre travail est différent dans le sens où la personne ou le côté qui est responsable de la disparition de l'un et de l'autre n'est pas la même. Pour nous, c'est les terroristes. Pour SOS Disparu, CFDA, c'est l'État. Mais c'est un détail finalement. Quand on a commencé à se réunir, on a vu que finalement ce n'était qu'un détail. Nous avions pendant très longtemps été ennemis et ça c'était dû, moi je dis c'était dû à la manipulation, on était manipulés l'un et l'autre. Nous on nous faisait croire que les disparus étaient des terroristes, enfin des proches de terroristes. Au SOS Disparu CFDA, on leur faisait croire que nous étions des relais de l'État. Quand on a commencé à se réunir, on s'est rendu compte que c'était complètement faux. On vivait la même détresse, qu'on vivait la même douleur, qui était complètement insensé de rester chacun dans son côté, dans son coin. Ça nous rendait plus faibles. Donc c'est à ce moment-là qu'on a décidé avec Jazairuna aussi, qui représente les victimes de terrorisme dans la région de la Mitidja. On a créé cette coalition. Et cette coalition, un des travaux les plus importants, le premier travail qu'on avait fait, c'était effectivement cette charte, la contre-charte, qui est venue pour répondre à la charte Bouteflika, la charte de la réconciliation nationale. Et c'est une charte qui est tout à fait, qui prend en charge toutes les règles, tous les principes qui sont connus dans le droit international, notamment justice, la vérité qui doit être dite, la justice qui doit être faite et la réparation, la vraie réparation, pas la réparation pécuniaire, l'argent, comme parle le président de la Commission des droits de l'homme et les autres. Il ne s'agit pas d'argent, il s'agit de la vraie réparation. Et notre contre-charte prend en charge tous ces principes-là. On a fait tout un travail de promotion et on a fait reconnaître cette contre-charte, etc. Que pouvez-vous dire sur l'indépendance de la justice en Algérie ? Ce que je peux dire sur l'indépendance de la justice en Algérie, c'est ce que je dirais sur l'indépendance de la justice de tout pays qui n'est pas démocratique, au fait. Hein, ça vient de soi. Quand un pays n'est pas démocratique, on ne peut pas parler de liberté de la justice ou d'indépendance de la justice. Bien sûr, la justice n'est pas indépendante en Algérie. On l'a vu dans plusieurs dossiers, dans plusieurs cas. La justice a toujours été malheureusement instrumentalisée par le pouvoir exécutif qui règne en Algérie. Le pouvoir exécutif, c'est le pouvoir. Il n'y a aucun équilibre entre les pouvoirs. Le pouvoir exécutif est celui qui a tous les pouvoirs, qui a tous les moyens de faire exécuter les pouvoirs qu'il a. Le pouvoir judiciaire, que j'appellerais moi la fonction judiciaire, ou le pouvoir aussi parlementaires sont très faibles, n'ont aucune présence réelle, n'ont aucun pouvoir réel. C'est le pouvoir exécutif qui a la même mise totale et ça lui permet d'utiliser la justice comme un moyen pour la répression et autre chose. Le jugement de l'affaire El Khabar, qui avait été reporté à 4 reprises, sera prononcé demain, le 15 juin 2016, par le tribunal administratif de Bir Mandres. Quelle analyse feriez-vous concernant cette affaire ? Franchement, je suis très curieux de voir ce qui va se passer demain. Parce qu'en tant qu'avocat, je peux parler de ce dossier parce que j'ai vu un petit peu quelques éléments de ce dossier. Donc je parle en connaissance de cause. Pas dans le détail, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je ne suis pas avocat d'El Khabar, ni de ministère de l'Information, donc je ne peux pas rentrer dans le détail de ce dossier-là. Mais ce dont je peux parler, c'est les principes de droit. Et je sais qu'un des principes les plus importants du droit en ce qui concerne la justice du référé, ce qu'on appelle le référé, c'est que ce dernier, de par la loi, ne peut que prendre des mesures qui sont des mesures pas définitives, dans le temps. Et le fait de demander l'annulation d'une vente entre deux parties par le tribunal du référé, c'est quelque chose qui est complètement, à mon avis, à mon sens, et c'est la loi qui le dit aussi, complètement absurde. Donc je m'attends à ce que le plus normal du monde, le tribunal administratif siégeant en matière de référé se déclare incompétent. Maintenant, s'il ne le fait pas, s'il décide quand même
d'annuler la vente. Cela ne m'étonnerait pas, cela ne va pas m'étonner parce que j'ai déjà vu des choses absurdes. Mais c'est vrai que ça serait quand même quelque chose de très très grave. Ça sera vraiment quelque chose de grave. Elle est de quelle nature l'affaire El Khabar? Elle doit être commerciale plus qu'administrative. Bien sûr, c'est une affaire commerciale. C'est une affaire commerciale parce que c'est une affaire d'actions qui ont été vendues par une société commerciale à une autre société commerciale. Donc c'est une affaire purement commerciale. L'administrative n'a rien à voir. La justice administrative n'a rien à voir dans ce dossier. Ce dossier aurait dû être traité par la section commerciale du tribunal, le plus normal du monde. Et le ministère peut à ce moment-là évoquer le fait qu'une seule personne ne peut pas détenir deux titres ou trois titres, etc. Mais ça se règle par le juge commercial. Que pouviez-vous dire afin de promouvoir le respect des droits de l'homme en Algérie? Et quel message lanceriez-vous aux autorités algériennes ou à la population algérienne? Les autorités algériennes, je n'ai aucun message au fait. Les autorités font leur travail. On n'est pas dans un pays démocratique. Dans un pays qui n'est pas démocratique, il ne faut pas s'attendre à ce que les autorités publiques encouragent le respect des droits de l'homme ou nous encouragent à militer pour les droits de l'homme. Dans un régime comme le nôtre, qui n'est pas démocratique, les autorités publiques sont dans leur rôle, c'est qui est la répression, le non-respect des droits de l'homme, etc. Donc je n'ai aucun message à leur donner. Par contre, le message que je donne, c'est à la population algérienne. Parce que malheureusement, ces dernières années, je constate un désintérêt total. Et ça, c'est malheureux de le dire. Mais effectivement, on est dans une situation où la population, le gros de la population, notamment les étudiants, les jeunes, les femmes, etc., se désintéressent complètement de l'action civile, du travail dans la société civile, des droits de l'homme, etc. Et ça, c'est vraiment dommage. Parce que si nous voulons que nos droits soient respectés, la moindre des choses, c'est de militer, c'est de militer dans la société civile, pas nécessairement dans les droits de l'homme, plusieurs autres créneaux, mais c'est très important qu'un citoyen puisse bénéficier de sa citoyenneté et puis travailler dans la société civile. Parce que c'est ce qui la politique en Algérie, elle est partie en quasiment échoué depuis plusieurs années. Et c'est maintenant que la société civile, normalement, doit prendre le relais, doit être forte. Et c'est malheureux quand je vois à droite ou à gauche ce qui se passe en Tunisie ou en Maroc, où il y a des sociétés civiles vraiment très très fortes, où on voit les militants, surtout les jeunes, par milliers, activés dans tous les domaines possibles et imaginaires. Et ça fait envie. Malheureusement, nous, quand on fait des réunions ou quand toute la société civile fait des réunions, c'est même pas une centaine de personnes qui se réunissent. Et ça rend la société civile très très faible. Et ça a un effet négatif sur tout notre travail, au fait. Selon vous, l'histoire doit-elle être corrigée en commençant par le programme éducatif? C'est-à-dire, il faut intégrer dans le programme éducatif, corriger l'histoire pour que la nouvelle génération sache ce qui s'est passé réellement pendant les années 90? Certainement. Je ne suis pas spécialiste, mais certainement. La nouvelle génération doit savoir ce qui s'est passé non seulement dans les années 90, mais avant, même pendant la Révolution. C'est-à-dire les informations qui ont été véhiculées ont toujours été fausses. Fausses ou du moins choisies. On a toujours choisi de dire certaines vérités et pas les autres. Et ça dure depuis même avant l'indépendance. Donc effectivement, il est très important de pouvoir savoir déjà la vérité, ce qui s'est passé réellement pendant les années 90, parce que la fuite vers l'avant, comme on est en train de le faire, n'est pas, ça nous donne l'impression que c'est bon parce qu'on a la paix maintenant, la situation s'est beaucoup améliorée, etc. Mais ça, c'est des fausses impressions, parce que ça va se refaire. Quand la vérité n'est pas dite, quand on fuit vers l'avant comme ça, en mettant les mains dans les yeux pour ne pas voir et ne pas écouter ce qui s'est passé, cela risque de se revoir parce qu'il y a une charge de haine qui existe toujours et qui est transmissible et qui peut un jour ou l'autre éclater. Peut-être pas dans 10 ans, peut-être dans 20 ans, peut-être dans 100 ans, mais elle éclatera un jour ou l'autre. Et ça, c'est vu dans l'histoire de toutes les civilisations, c'est une chose qui existe.
Donc il est très important de savoir ce qui s'est passé, même si c'est des atrocités, même si c'est des gens ont commis des erreurs, on s'en fout, mais il faut qu'on le dise, il faut qu'on sache qui a fait quoi, qui a tué qui a fait quoi, que ce soit des agents de l'État, que ce soit des gens qui sont très haut placés dans l'État, que ce soit des islamistes terroristes, du FIS, du JIA, de je ne sais pas quoi. Il faut nommer les choses par leur nom et dire réellement ce qui s'est passé. Et par la suite, décider quel genre de justice nous voulons donner. Que ce soit une justice classique ou une justice transitionnelle ou autre chose. Et il est très important, si on veut parler de pardon, il est très important que ce soit qu'on demande aux victimes réelles de donner le pardon. Parce que le pardon doit être donné par les victimes, pas par toute la société, pas par des gens qui n'ont rien été victimes de rien du tout. C'est les victimes réelles c'est à qui on doit demander pardon et c'est eux-mêmes qui doivent demander pardon. Mais avant de leur demander pardon, il faut leur dire la vérité. Pensez-vous qu'il est temps que l'État algérien nous livre la vérité sur le sort de tous les disparus, de présenter devant la justice tous les coupables, les responsables des crimes? Bien sûr, ça c'est mon combat. Je n'arrêterai pas ce combat jusqu'à la fin. Ça c'est mon combat. Ce qui s'est passé pendant les années 90 doit être dit et les coupables doivent être jugés. Ça c'est primordial. Il en va du bien-être de notre société dans le futur. Je vous remercie, Maître Bouchaïb, pour le temps que vous nous avez accordé. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Je remercie SOS Disparu et CFDA pour ce magnifique travail, pour cette radio qui porte bien son nom, la radio des Sans Voix. Et je leur souhaite toute la réussite possible et imaginable.